Bonjour, dans cette capsule, on va parler de l'ordonnancement de tâches périodiques dépendantes lorsqu'on utilise des ressources partagées. Donc, problème de partage de ressources qu'on a habituellement, c'est que les tâches partagent des ressources avec un accès exclusif. Puis comme on a vu dans un chapitre précédent, quand une ressource, euh, quand une tâche demande une ressource qui est déjà allouée, cette tâche-là va tomber en attente. Donc, lorsqu'une tâche TX demande une ressource déjà allouée, elle est mise en attente de la ressource. Donc là, on a un ordonnancement à base de priorité. Donc, comme on a parlé à multiples reprises, on a un problème d'inversion des priorités qui est possible. Donc, juste un petit rappel, inversion de priorité, c'est une tâche de basse priorité empêche une tâche de priorité plus haute d'accéder à sa section critique, puisque la tâche de basse priorité possède une ressource mutuellement exclusive. Donc, on arrive à un problème d'interblocage. Donc, prenons l'exemple suivant. Donc, on a trois tâches, T1, T2, T3. Donc, on a une date de départ de T3 qui est 4, T2 8, T2 1. Puis, on a les priorités ici. Puis, on a une séance d'exécution. Donc, exécution, exécution, demande de la ressource R1, exécution pour la tâche 3, exécution, exécution, exécution pour la tâche 2, exécution, exécution, utilisation de R1, utilisation de R1, utilisation d'R1, utilisation d'R1 et exécution pour la tâche T1. Donc là, ce qu'on demande, c'est de donner le diagramme de Gantt dans le cas d'un ordonnancement préemptif à priorité. Donc, voici le diagramme de Gantt. Donc, on a les priorités ici qui étaient données dans le tableau. Donc, on a priorité de T1 qui est plus petite que priorité de T2 qui est plus petite que priorité de T3. T1 commence son exécution à cette date-ci ici, donc la date 1. Donc, on fait exécution, exécution, puis comme on se souvient ici, on demande R1. R1 est initialement pas alloué, donc on réussit à demander R1. Par contre, on a l'arrivée maintenant de T3 qui est une tâche plus prioritaire. T3 va faire deux exécutions, puis il va essayer de demander R1. Par contre, il faut se souvenir que R1 est présentement alloué à une tâche moins prioritaire, donc qui est la tâche T1. On a donc un problème d'inversion de priorité et T3 va bloquer. Étant donné que T3 bloque, on revient à T1, pardon, qui va encore utiliser, qui va être en section critique pendant 2 unités de temps, avant d'être préempté par l'arrivée de la tâche T2 qui est plus prioritaire, comme on le voit ici, que la tâche T1. La tâche T2, si on se rappelle, tout ce que cette tâche-là fait, c'est 3 unités d'exécution. Donc, exécution, exécution, exécution. À la fin de T2, on essaie de... On revient, on voit que T3 est bloqué. On arrive à T1 qui utilise finalement sa dernière unité de temps de l'utilisation de la ressource. Puis après ça, T3 va se débloquer pour entrer en section critique, faire son exécution, puis on termine avec l'exécution de T1. Donc on voit ici qu'on a été bloqué, qu'on a eu un problème d'inversion de priorité. Donc, pour gérer, on va voir une façon de gérer ce problème d'inversion des priorités-là. Donc, traitement du problème d'inversion de priorité, on va avoir quelque chose qui s'appelle PIP dans le cours, donc le protocole d'héritage des priorités, Priority Inheritance Protocol. Les autres, on ne va pas les voir dans le cours, nous, on va vraiment se concentrer sur PIP. Donc, il permet de borner la durée de l'inversion des priorités. Puis vous allez voir, ça va venir vraiment améliorer la situation qu'on avait précédemment. Donc, où en étais-je? Donc, lorsqu'une tâche, donc, voici la description de PIP, comment est-ce que PIP fonctionne. Lorsqu'une tâche TX bloque à la suite d'une demande d'accès à une ressource R, la tâche bloquante TY, donc celle qui détient R, hérite de la priorité courante de X. Donc, on va venir échanger les priorités. La tâche TY s'exécute alors avec la priorité héritée jusqu'à la libération de la ressource R. Elle retrouve finalement sa priorité d'origine, de base, comme on a vu dans la vidéo d'introduction, à la libération de la ressource R. Donc, on voit ici ce qui se passe avec exactement le même problème qu'avant. Donc, T1 commence à s'exécuter 2 unités d'exécution. On demande R1. R1 est initialement pas alloué, donc on réussit à prendre R1. Après ça, arrivée d'une tâche plus prioritaire T3, donc elle va s'exécuter. T3 demande R1. T3 est donc bloqué et T1 hérite de la priorité de T3. Donc,
T1 va hériter va avoir une plus grande priorité. En fait, va hériter de la priorité de T3. Si on se rappelle bien, dans le tableau qu'on avait ici, T3 avait une priorité de 3 qui est la priorité la plus élevée. Donc, à partir de maintenant, T1 a la plus haute priorité, va être capable d'exécuter ici avec priorité euh, sa section critique. On voit ici que même s'il y a eu l'arrivée de T2, étant donné que T1 est maintenant devenu plus prioritaire que T2, T1 va continuer de s'exécuter. Puis c'est là, en fait, la grosse différence qu'on avait sans l'adoption, sans l'implémentation du protocole PIP. On voit ici qu'on avait les deux unités de section critique, mais que T2 arrivait. Il n'y avait pas eu d'inversion de priorité, donc T1 restait la tâche avec la plus faible priorité, ce qui faisait en sorte que T2 avait préemption sur T1. Or, c'est plus le cas lorsqu'on utilise PIP. Et le reste se termine normalement. Donc, il y a un exercice que vous allez devoir faire en classe ou par vous-même. Donc, c'est un exercice de RMA avec l'implémentation de PIP. Je vous conseille fortement de le faire. Puis la suite du temps réel va être vue dans le cours INF 3610 pour ceux qui sont en génie informatique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Puis à la prochaine.